candidate, la tête de liste de la majorité. Il y a urgence à ce point, William T. C'était le cas en 2019, ça l'est plus en 2024. La chanson qu'il a utilisée en 2019 n'est plus à jour. C'est comme si par cas vous aviez Despacito qui était envoyé à l'hiver. Je pense pas que ce soit le plus commun et ce soit le plus utile pour la campagne de Valérie Hayer. Tout simplement parce que le contexte n'est pas le même. En 2019, la liste de Renaissance portée par Nathalie Loiseau était à touche-touche avec la liste portée par Jordan Bardella. Et donc ça permettait d'envoyer un message qui était clair, c'était nationaliser le débat et faites en sorte de voter utile pour la liste Renaissance pour éviter que le Rassemblement national soit la première force politique du pays, pour ne pas envoyer un mauvais message à nos partenaires de l'Union européenne. Là maintenant, les circonstances ne sont plus les mêmes. Premièrement, l'écart de voix est peut-être du simple au double, c'est-à-dire plus de 30 pour le Rassemblement national et peut-être 15 pour la liste de Renaissance. Le deuxième paramètre, c'est que la cote de popularité d'Emmanuel Macron n'est exactement pas la même qu'en 2019, qu'elle ne l'est en 2024. Il est structurellement impopulaire et donc le message qu'il envoie est non pas on va rattraper Renaissance, mais on fait un référendum contre moi, donc un vote sanction contre ma personne. Et à ce jeu-là, vraisemblablement, il est davantage un carburant pour la liste de Jordan Bardella qu'un soutien pour la liste de Valérie Hayer. Dorian Dreuil, à l'issue du scrutin, si la majorité perd aux européennes, ou arrive très en dessous... Elle va devoir changer pour différentes raisons. Ce qui se joue à l'issue de ce scrutin européen, et même depuis la nomination de Gabriel Attal à Matignon, c'est est-ce que le macronisme va survivre à Emmanuel Macron. Il y a plusieurs raisons et plusieurs fondements au vote du macronisme. Le premier paramètre, c'était de l'efficacité économique. En opposition par rapport à Hollande, il voulait pas apparaître comme le candidat immobile ou le président immobile, et il voulait incarner le candidat du changement. Or, ses résultats économiques et sa crédibilité économique a été mise à mal par les derniers chiffres portés sur le déficit public et donc sur la dette publique, qui ont montré un déficit digne de ce qu'aurait pu être une politique menée par Jean-Luc Mélenchon. Si par cas vous enlevez le nom du Premier ministre et le nom du président de la République, vous pensez davantage que c'est Mélenchon président et Bompard Premier ministre que Gabriel Attal est le président de la République actuel Emmanuel Macron. Le deuxième paramètre, c'était la vision européenne. Or, son projet européen est en décalage complet avec ce que veulent les autres capitales européennes. C'est-à-dire que si par cas il subit un échec européen sur la scène européenne et sur la scène française, il perd un des fondements principaux du macronisme. Le dernier paramètre qui lui reste, c'était une forme de pragmatisme en opposition avec son projet de 2007 qui était assez porté sur, en gros, libéral-social et une sorte de casser les barrières de frein à la mobilité de l'embauche, etc. Donc, la responsabilité individuelle. Or, ce projet-là s'est fracassé également sur la crise des Gilets jaunes, puis ensuite après sur la crise du Covid. C'est-à-dire que si par cas vous passez à l'issue du scrutin, que Bardella fait plus de 30 et que eux font à peu près 15, c'est-à-dire on part sur un écart de simple au double. Quels sont les fondements aujourd'hui, si vous demandez à un Français, hormis de voter pour le pouvoir actuel, de voter pour une liste Renaissance et pour voter pour le parti présidentiel? Il n'y a plus aucun fondement, il n'y a plus de fondement économique, il n'y a plus de fondement programmatique et il n'y a plus de fondement porté sur le vote utile et sur l'espoir européen. C'est pour ça que je pense qu'il devrait davantage changer de stratégie, changer de politique, à commencer d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire que c'est pas à lui de mener la campagne, c'est davantage à Gabriel Attal qui peut incarner une forme de match face à Jordan Bardella, qui est davantage populaire que lui et qui incarne davantage le futur et l'avenir de la Macronie plutôt que sa propre personne. Et d'un point de vue politique, parce que c'était votre question, je pense qu'on n'échappera pas in fine, soit par une demande de Jordan Bardella, soit éventuellement par une motion de censure des Républicains, à une motion de censure qui le conduira forcément à changer de ligne politique et de cap politique, si par cas, il veut pas que son gouvernement tombe, ce qui serait... Non mais c'est pas un objectif de relation stratégique. Il faut pas oublier ce qu'avait dit le général de Gaulle. Les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Il faut établir sur les points sur lesquels on peut s'établir à établir une relation durable vis-à-vis de la République populaire de Chine. Il s'agit pas de dire que sur tous les points, on va devenir amis. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut travailler? Il y a 3 choix pour la France et l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, en termes de stratégie. Le premier, c'est la stratégie des valeurs. On se met avec les Américains, on démolit la concurrence chinoise, on fait en sorte que les États-Unis maintiennent le leadership pour maintenir ce qu'on appelle la domination occidentale et que ce soit pas une parenthèse ouverte après les guerres de l'opium, mais que ça devienne un continuum pour qu'on maintienne la mainmise de l'Occident dans les institutions internationales et qu'on maintienne à peu près ce qu'on avait auparavant. Le deuxième point, c'est une stratégie qui est commerciale. C'est-à-dire que on sait maintenant qu'on arrive sur un basculement de centre de gravité de l'Atlantique vers le Pacifique, que là, ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique va regrouper 40 à 50% de l'économie mondiale, qu'il y aura 3 milliards de personnes dans la classe moyenne qui vont peut-être attendre des produits européens, donc des débouchés commerciaux. Et on se dit, voilà, la stratégie commerciale est ici, c'est là-bas qu'on va, gagner le plus d'argent, c'est la meilleure zone économique. Donc on fait une stratégie économique et on envoie de l'argent là-bas. C'est ce qu'avait fait Boris Johnson avec la stratégie Singapour sur la Tamise avec Global Britain. La troisième stratégie, moi je pense qu'elle est la plus ambitieuse, c'est de se dire que
il y aura plus de monde avec une seule hyperpuissance, mais il y aura des mondes multipolaires et que la France et l'Union européenne peuvent devenir un acteur stratégique et qu'on peut se mettre à équidistance de la Chine et des États-Unis en faisant une Europe puissante, c'est-à-dire capable de défendre ses propres intérêts et de voir en fonction des intérêts où est-ce qu'on fait avec la Chine, où est-ce qu'on va avec les États-Unis. Et c'est ça, je pense, qui est le meilleur moyen. C'est en ligne avec ce qu'établit Emmanuel Macron, mais il le met pas en application vis-à-vis de la relation qu'il veut avoir avec le président chinois. Il était sur le tarmac et non pas le président. Le ton est donné? Non, c'est habituel que ce soit le Premier ministre, que ce soit pas le président de la République qui l'accueille. L'enjeu pour le président de la République et pour la France, c'est de définir enfin une relation, une stratégie vis-à-vis de la Chine. On sait que les États-Unis ont entamé une nouvelle stratégie vis-à-vis de la Chine à l'époque de Barack Obama avec ce qu'on appelle le pivot américain en 2010, qui a été poursuivi de manière plus agressive par Donald Trump et qui a été maintenu par Joe Biden. Or, la France et l'Union européenne n'arrivent pas à trouver une stratégie vis-à-vis de la Chine. Est-ce que c'est un rival systémique? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un concurrent? Ou est-ce que c'est un partenaire commercial? Or, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on applique des règles, par exemple, sur les règles commerciales qui sont appliquées à nos propres agriculteurs, à nos propres industriels, qu'on n'applique pas vis-à-vis des Chinois. Et donc, on est quand même on est quand même naïf vis-à-vis d'eux sur le commerce international. Vis-à-vis d'un point de vue politique, on n'a pas défini de stratégie. Est-ce qu'on est uniquement allié aux États-Unis et également à équidistance avec la Chine? Et donc, du coup, est-ce qu'on se met avec les États-Unis contre leur rival chinois? Et c'est un ensemble de questions qu'il faut définir. Moi, je pense que sur les points abordés par le président de la République, il se trompe et il est un peu naïf sur 3 points précis. Il espère que Xi Jinping puisse arrêter de soutenir la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Alors, il le fera pas. Il soutiendra son allié russe parce qu'il espère que la Russie gagne pour enfin prendre Taïwan. Sur les voitures électriques, on fait la même erreur que vis-à-vis des panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire qu'on espère que Xi Jinping va pas inonder le marché européen avec des voitures électriques chinoises. Or, il a aucun intérêt à changer de stratégie dans la mesure où l'accord commercial prévu lui permet de déverser des produits chinois de basse qualité, mais qui lui permet d'avoir une mainmise et quasiment un monopole sur le marché européen. Et sur le 3e point, donc sur le Moyen-Orient, il a tout intérêt à avoir une situation actuelle dans la mesure où ça soutient son allié iranien, dans la mesure où il veut promouvoir les routes de la soie pour sécuriser son approvisionnement énergétique. Donc, tant qu'on prendra des sujets qui sont impossibles à faire changer, on n'arrivera pas à maintenir et à établir une relation durable vis-à-vis de la Chine. On doit s'attendre à des avancées sur ce dossier. Il y a 2 paramètres essentiels sur la politique chinoise et sur l'ambiguïté chinoise vis-à-vis du soutien vis-à-vis de la Russie. Le premier point, c'est qu'il a besoin que Poutine gagne pour espérer que l'Occident s'effronte et qu'il puisse prendre Taïwan éventuellement par la force ou comme ce qu'a fait Vladimir Poutine avec la Biélorussie. Ça, c'est le premier paramètre. Il y a également un point qui est économique, c'est que la Chine est en difficulté depuis la politique dite de zéro Covid. C'est-à-dire qu'ils doivent faire redémarrer leur économie et leur économie est principalement portée sur les exportations. Or, si par cas l'Union européenne n'est pas en état de pouvoir consommer avec une inflation forte due égard à la guerre en Ukraine, et par conséquent, on n'est pas en capacité d'acheter des produits chinois. Et si on n'est pas en capacité d'acheter des produits chinois, la Chine n'est pas en capacité d'établir ce qu'on appelle un redémarrage économique. Donc, il oscille entre les deux. Je pense que, vu la politique qu'il a menée, donc sacrifier éventuellement ses intérêts économiques en vue d'une mainmise politique, c'est qu'il fait prédominer le politique sur l'économie. Ça a été montré avec la politique de zéro Covid, ça a été montré sur le fait qu'il attaque les super riches chinois et des différentes politiques qu'il a menées sur le plan international. Donc, on ne peut pas espérer quelque chose dessus. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est non pas qu'il arrête de soutenir Vladimir Poutine, mais c'est qu'il le fasse moins en lui faisant une pression qui est très forte, qui est que si par cas il soutient trop fort Vladimir Poutine, on lui coupe, on le sanctionne économiquement en termes de débouchés commerciaux.